Bienvenue sur Pluton Football. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode et on a le plaisir de recevoir Jean-Pierre Nzamé. Bienvenue Jean-Pierre. Mer- Bienvenue. Merci, salut Jason, salut Guillaume. Bienvenue Jean-Pierre. On va tout de suite se mettre dedans et je vais te demander tout simplement qu'est-ce que le mot inspiré signifie pour toi? Alors, pour moi, ça signifie plein de choses. Inspirer, ça signifie apprendre en fait de quelque chose ou se servir s'inspirer de quelque chose pour créer en fait de nouvelles choses derrière. Donc, c'est, tu vois, tu penses peut-être aux concessionnaires de voitures qui s'inspirent de beaucoup de choses pour avoir des moteurs plus puissants, des voitures qui vont plus vite. Bah, pour moi, inspirer, c'est tout ça. Et on peut s'inspirer finalement de tout dans la vie, dans la nature. C'est vraiment une source d'inspiration qui est, selon moi, inépuisable. Il suffit juste de regarder, de prendre vraiment ce qui nous intéresse. Parmi toutes les choses dont tu peux t'inspirer dans ta vie, quelle est une chose dont tu t'inspires très régulièrement? Bah, une chose dont je m'inspire très régulièrement, c'est parfois je regarde, euh, j'aime bien chercher un peu sur Internet. Les animaux, par exemple, ce qui me fascine toujours chez eux, c'est bien qu'ils soient pas comme nous, en fait, ils ont des facultés qui sont très incroyables. Et en fait, il n'y a pas si longtemps que ça, je me suis fait cette réflexion en me disant pourquoi parfois, tu sais, dans la vie, les gens, quand ils sont dans des moments difficiles ou quand ils veulent chercher, tu sais, quelque chose qui va les booster, quelque chose qui va leur donner de l'énergie, et ben parfois, en fait, ils utilisent beaucoup d'images d'animaux. Et en fait, je m'étais fait la réflexion, je me suis dit, mais pourquoi on est tous attirés de manière naturelle, tu vois, à prendre une figure animale pour montrer le mood dans lequel on est. Mais en fait, quand on s'arrête un peu, on voit que les animaux, ils ont beaucoup à nous apprendre dans leur manière d'être, dans leur comportement, dans leur manière de se comporter aussi face à l'adversité et comment ils évoluent de manière générale, en fait. Et, euh, et moi, par, et moi, il y a un animal tout particulièrement qui m'a un peu touché depuis quelque temps. C'est l'aigle. Tu vois, il faut savoir que l'aigle, en fait, quand il vole, parfois il vole à une altitude où, parfois pour l'attaquer, en fait, les oiseaux, ils viennent se poser, en fait, sur son dos pour pouvoir l'attaquer. Et lui, comme il vole, il peut pas se défendre. Alors, comment il fait pour se défendre? Ben, en fait, il prend encore plus de hauteur. Parce que lui, il peut aller très haut dans le ciel. Mais les autres ne peuvent Ouais. pas aller très haut dans le ciel. Et donc, tu poserais sans doute la question pourquoi je m'inspire de ça. Mais en fait, le truc, il est tout simple. C'est que parfois, dans la vie, on a aussi tous des difficultés qui parfois, quand t'avances, il y a des choses qui se passent. Il y a des gens parfois qui t'attaquent, on va dire. Et il y a deux manières, en fait, de répondre. Il y a plusieurs manières de répondre. C'est soit tu prends beaucoup plus d'altitude, en fait. C'est-à-dire que tu les amènes, en fait, à un niveau où, du coup, tu sais que toi, tu pourras, entre guillemets, respirer, tenir le coup. Mais eux ne pourront pas tenir le coup. Ou soit, finalement, tu décides de descendre, t'arrêter, prendre le temps de régler, le souci, et après de reprendre ta marche en avant, mais tu perds du temps, en fait, sur, sur le canal dans lequel tu marches. Et moi, j'ai plutôt habitude de prendre plutôt la première option, c'est-à-dire d'aller encore plus haut, en fait, d'aller chercher plus haut, d'amener encore plus de choses, parce que je sais qu'en fait, en amenant encore plus de choses, que moi, je vais être capable de tenir sur la durée ou sur la longueur, mais que certainement, après la difficulté, je vais pouvoir sortir de ça. Ouais, c'est une très belle analyse, assez inattendue, j'ai envie de dire, mais c'est vrai que c'est très intéressant, hein. Ce que tu viens de dire, cette idée on s'identifie beaucoup aux animaux, ou même dans les tatouages, on voit beaucoup de gens qui se tatouent des animaux et
Je pense que c'est souvent qu'on recherche quelque chose à travers l'animal qui nous ressemble, auquel on a envie de s'inspirer. Donc là, Oui, tu nous as... oui, je pense qu'en fait, on a tous ce côté animal chez nous, je pense. On a tous cette fibre animale. Et puis, comme tu dis, on recherche tous quelque chose qui nous lie à un animal et qui va finalement, en fait, nous donner soit de la confiance, soit de la détermination, soit du feu, soit de l'énergie, tu sais, pour faire quelque chose ou pour montrer que dans cette situation, on est déterminé, on est fort. Et puis, la petite anecdote, c'est que pour cette image, en fait, de l'aigle, justement, c'était un ami qui m'avait envoyé ça. À un moment, il me l'avait envoyé à une période où après, je crois que c'était après le Covid, où j'avais pris un carton rouge à Servette. Après, je crois, la saison d'après, j'avais pris un carton rouge à Vaduz, etc. Et je trouvais une manière, parce que je savais que maintenant les défenseurs, ils allaient m'attendre sur les gestes, ils allaient essayer de me provoquer. Et un jour, en fait, je me suis réveillé, ils m'ont envoyé en fait cet animal, en fait, l'aigle, et je me dis pourquoi, pourquoi tu m'as envoyé ça, parce qu'il sait que je suis très, très sensible aussi sur ce genre d'aspect. Et il m'a donné cette explication-là. Et, euh, et proprement terrain, en fait. Et après, il m'a dit, bon, je te laisse réfléchir parce que je doute pas que tu vas trouver pourquoi je te l'ai envoyé et l'assimiler au terrain. Et le lendemain, je crois, ou la journée même, je lui ai dit, en fait, j'essaie simplement de m'expliquer qu'en ce moment, euh, les défenseurs et les joueurs savent que j'ai pris un carton rouge parce que j'ai fait un geste d'humeur, ils savent que j'en ai pris un deuxième parce que j'en ai fait un autre. Donc, ils vont essayer de me provoquer, en fait, pour me pousser, en fait, à refaire ce geste-là. Hmm. Et donc, en me disant que, en fait, un aigle, pour échapper, en fait, à ses ennemis, il vole beaucoup plus haut. Et je lui ai dit, en fait, c'est juste en train de me dire, en fait, élève ton niveau de jeu, en fait. Que de rester là, trouve des solutions pour leur montrer que tu as progressé et qu'ils ne vont pas t'atteindre. Donc, en quelque sorte, vole plus haut, va plus haut, et tu verras que là, en fait, ils ne pourront pas t'atteindre. Et depuis, en fait, à chaque fois, je pense à ça. Et maintenant, j'ai pas besoin d'y penser quand des choses mauvaises arrivent, mais maintenant, je pense à ça constamment, en fait. Et c'est aussi quelque chose qui va me motiver à trouver, à progresser proprement parler dans le foot, mais aussi dans la vie en général. Hmm. Je- Si je peux revenir pour souligner quelque chose. Plus tôt, tu as dit que c'était dans le cadre de faire face à l'adversité. Alors, je pense que c'est une grande thématique dans la vie, dans le football, partout. Faire face à l'adversité. Tout ce que tu viens d'expliquer jusqu'à maintenant en prenant l'image ou la métaphore de l'aigle, je pense que c'est vraiment une question de quelles sont les stratégies pour faire face à ces adversités-là. En prenant l'exemple de la stratégie de l'aigle, on est d'accord. Ce qui est intéressant, c'est que dans la stratégie de l'aigle, celle de s'élever quelque part, c'est que tu changes ta position par rapport au monde extérieur et tu changes aussi ta perspective parce qu'en étant plus haut, tu vois le jeu différemment, certainement. Euh, pour revenir à l'adversité, est-ce que tu as une histoire à nous raconter qui s'est passée ces derniers mois où t'as vraiment, où tu peux le dire, c'était une adversité à laquelle tu as dû faire face, qui t'a demandé de plonger et chercher dans le plus profond de toi-même, au fond de tes ressources. Euh, Est-ce que tu peux nous raconter une anecdote ou un événement Oui, particulier? oui, parce que aujourd'hui, beaucoup de personnes me parlent parfois de ça. Ils pensent que quand je suis parti en Italie, je dis le fait que j'ai pas beaucoup joué, j'ai pas marqué. Tu sais, quand je suis revenu, ils m'ont dit, bon, bah, t'es revenu, bah, c'était un échec. Moi, je leur ai répondu un échec. Pourquoi? Je dis, bah, t'as pas beaucoup joué, t'as pas marqué. Et je dis, donc, c'est un échec. Et ils me répondent, bah oui. Et je dis, pour moi, non. Ce n'est pas un. C'est un moment difficile, oui, un moment où j'ai beaucoup appris. Mais pour moi, c'est pas un échec. Et puis, ils me demandent pourquoi. Je dis, parce que pour moi, c'est dans la difficulté que tu apprends le plus de choses. Quand les choses sont faciles, en général, t'apprends. Tu apprends, mais il faut être capable d'apprendre. C'est plutôt ça.
faut être capable d'apprendre. Parce que quand tout va bien, en fait, tu te poses pas la question de savoir qu'est-ce qu'il faut que j'apprenne, est-ce qu'il faut que je m'améliore sur ci ou sur ça. Mais quand tu es dans l'adversité, quand tu es dans la difficulté, c'est là où, en fait, tu te mets dans un mode, tu te dis, bon, faut que je me sorte un peu les tripes. Faut que j'aille chercher quelque chose. Et donc, quand je suis parti à Venise, par exemple, j'ai la chance de travailler aussi avec un coach mental. En fait, à Venise, je suis arrivé dans un contexte où l'identité de club ne ressemblait pas à mon identité. C'est-à-dire que chacun de nous, on a une identité, des valeurs fortes qui forment notre personnalité. Hmm. Et moi, j'ai des valeurs qui sont propres à moi, propres à ma personnalité. Et donc là, je me retrouve dans un contexte où mes valeurs fortes ne sont pas identiques au club. C'était plutôt d'autres valeurs. Après, maintenant, c'est dans ça, comment tu fais? Alors, je dirais plutôt qu'il y a deux manières, en fait, de réagir. Soit tu changes tes valeurs à toi pour rentrer dans le mood, et dans ce cas, tu deviens une autre personne. Ou soit tu conserves ton identité, mais dans ce cas, tu peux faire ce pourquoi, en fait, on t'a pris. Et moi, j'ai décidé de garder, en fait, mon identité. J'ai décidé de ne pas rentrer, en fait, dans, entre guillemets, dans le mood, de ne pas jouer leur jeu, mais dans le sens leur jeu en dehors du terrain, pas sur le terrain, de ne pas jouer leur jeu en dehors du terrain. Parce que je me disais que si je change mon identité, en fait, ça va changer, certes, ça va changer à coup sûr le joueur que je vais devoir être sur le terrain. Sauf que pour faire ce que je sais faire, je ne sais pas être un autre joueur que celui que je suis. Donc, forcément, tu te dis, bon, mais dans tout ça, j'ai continué en fait après à travailler, j'ai continué à être celui que je suis comme d'habitude, avec mon exigence, mon travail, mon sérieux. Et puis finalement, bah, sur le très peu de temps que j'ai joué, je me souviens parfaitement de ce match. C'était contre, c'était d'abord le match de la Fiorentina quand je suis rentré. J'ai senti que là, en fait, il s'opérait un changement sur le terrain. J'avais un regain d'énergie, même si j'avais très peu de temps de jeu, je me suis senti très bien sur mon entrée contre la Fiorentina. Ensuite, contre l'Atalanta, je rentre, je fais une passe décisive, je crée un penalty. Non, je crée un penalty contre Sassuolo. Contre l'Atalanta, je fais une passe décisive. Et je savais pertinemment que l'énergie dans laquelle j'étais, je savais que mon but, il allait arriver. J'étais persuadé qu'il allait arriver. Parce que, en fait, j'ai, des fois, en fait, pour changer son énergie, tu dois reprendre, en fait, les mécanismes qui te permettent d'être dans une bonne énergie. Mais pour reprendre ces mécanismes-là, tu ne dois pas les abandonner. C'est-à-dire, tu ne dois pas te changer. Ah, et je me suis fait la réflexion. Si j'étais rentré, en fait, dans leur mood, si j'étais rentré dans les valeurs du club, ben, je n'aurais pas pu être, en fait, comme j'ai été sur la fin. Après, ce qui s'est passé, malheureusement, c'est que la semaine d'après, bah, le coach qui était là, il, il se fait virer le mercredi. Or qu'en début de semaine, il était venu me voir pour me dire que le match contre la Juve, certainement que j'allais certainement commencer titulaire le match contre la Juve. Parce que les matchs qu'il a vus avant, déjà contre l'Atalanta, il m'avait dit entraîne-toi bien, etc. Là, le match suivant, il me fait pas jouer, mais je rentre, je fais une passe décisive et je fais une très bonne rentrée. Donc, finalement, j'étais en train de me dire, en fait, leurs valeurs, c'est pas les miennes. Mais je vais lui montrer, en fait, quel type de personne et quel joueur il a en face de lui. Et comme parfois je dis, bah, finalement, j'ai eu la chance d'être avec Nani, qui a gagné la Coupe d'Europe, Ligue des Champions. Et j'étais très proche de Nani. On discutait beaucoup parce que lui aussi, il était traité de manière injuste. Et là où je leur dis que pour moi, ça n'a pas été un échec, mon passage à venir, c'est que quand tu tombes face à un mec comme Nani, qui te dit que tu es un bosseur, que tu mérites de jouer, mais qui en quelque sorte te dit aussi, bah,
quand je vois tout ce que je vois sur Internet, tout ce que tu as fait, où tu viens, je me dis, bah, finalement, il me dit, bah, ça me surprend pas. Parce que je t'ai vu pendant 5 mois là, et t'es sur la bonne voie. T'es vraiment sur la voie juste. Et sur la voie, il m'a dit mot pour mot. Il m'a dit, pour moi, t'es un champion. Et c'est pas ici, en fait, qui changera ça. Parce que le champion, tu l'es. Et tu as montré que tu étais un champion. Tu as bossé tous les jours depuis que tu es arrivé. Tu arrives 30 minutes avant tout le monde en salle. Tu t'entraînes. Le week-end, tu joues pas, tu rentres, tu fais des bonnes entrées. Et même, il m'avait dit, après le match de l'Atalanta, il m'a dit, je sais que bientôt tu vas marquer. Parce que ça peut pas être autrement. Ça peut pas être autrement. Et puis, on se parlait beaucoup ensemble et moi aussi, j'étais en train de l'encourager. Et puis, mais c'est vraiment, cette période-là, elle était difficile, mais très riche en apprentissage. Oh, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses sur lesquelles on peut approfondir un peu. C'est vrai que moi, il y a plusieurs choses que j'ai retenues. Bon, déjà, la fin de l'histoire par rapport à ta relation avec Nani. Alors oui, au-delà du fait que ce soit un grand joueur, et peut-être ça a aidé un peu plus, mais avec la carrière qu'il a eue, etc., c'est important en fait d'avoir quelqu'un sur qui on peut compter, quelqu'un qui nous pousse, quelqu'un qui nous motive, comme toi tu l'as fait pour lui au fait. Ouais. Est-ce que ça a été aussi ça un peu un élément, je sais pas comment dire, ouais, pas déclencheur, mais sur ta façon aussi de vivre l'expérience là-bas et de voir que c'est pas que ta faute, que c'est pas un échec? Est-ce que ça t'a aidé aussi par rapport à ça? Ben, en fait, sur cet aspect-là, je dois dire, sur cet aspect-là, avec Nani, ce qui est drôle, c'est que, en fait, tu te retrouves face à un mec qui a gagné la Ligue des Champions, qui a gagné la Coupe d'Europe, qui a gagné l'Euro. Et certains jours, tu avais l'impression que c'est quelqu'un qui doute. Et en fait, toi, tu, en fait, parfois, je me suis retrouvé, en fait, en train de le conseiller. Et je me souviens, parfois, je prends la voiture, je rentre et je me dis, mais toi, t'es un fou, toi, t'es en train de conseiller un mec. T'as grandi avec lui, t'étais en train de le regarder avec ton frère à la télé, il mettait des frappes de 25 mètres, et toi, t'es en train de lui parler. Mais en plus de ça, c'est que moi, quand je lui parlais avec tout le respect que j'ai pour lui, mais à la fin, il me regardait, il me disait, ce que tu dis est très juste. Et dans ma tête, je me disais, mais en fait, ça doit être l'inverse, tu vois. Mais en fait, on avait tellement une proximité qui faisait que Nani, c'est quelqu'un de très humble, tu vois, c'est quelqu'un qui est très terre à terre. Et dans la situation dans laquelle il était, je pense que, je pense que là où on s'est connecté, c'est que c'est quelqu'un qui travaillait déjà aussi plus que beaucoup là-bas. Techniquement, il est au-dessus de tout le monde. Et c'est quelqu'un, par contre, qui vivait aussi une situation injuste. Et je pense que ce qui nous a connectés, c'est notre mentalité, en fait, de travailleur et de vouloir montrer qui nous sommes comme joueurs de foot et comme personne. Et donc, moi, des fois, j'étais dans ce rôle de conseiller avec lui dans certains domaines et lui, inversement, en fait, envers moi. Et, et c'est ce qui a fait que finalement, on avait cette relation qui était pour moi tout simplement, tu sais, incroyable. Et moi, je me suis dit, en fait, parfois, je me suis retrouvé à me dire, mais si un joueur comme Nani, il est traité comme il est traité comme ça, en fait, pourquoi moi, je vais être traité différemment? Pourquoi moi, je serais traité différemment, tout ça? J'ai dit, en fait, il n'y avait pas de raison pour lesquelles je sois traité différemment, sachant que Nani et moi, on est arrivé au mercato de janvier aussi, tu vois. On est arrivé le même mois. Et je me suis dit, en fait, il n'y a aucune raison que moi, je sois traité différemment. Mais alors maintenant, là, c'est comment faire pour que quand même c'est moi qui vont suivre se passe bien et que on tire en fait et que j'en tire un bénéfice. Ben, c'est tout simplement en restant moi-même, en conservant mon identité et mes valeurs. Et c'est ce qui a fait que en fait les 5 mois qui se sont passés, mais en fait j'ai évolué dans un environnement qui est au niveau des valeurs hostile pour moi, mais dans lequel j'ai appris beaucoup de choses, tu vois. Et aussi, une chose importante que j'ai appris, c'est que peu importe ce que tu as fait, en fait, tu peux être Nani n'importe qui. Quand tu arrives dans un club, c'est limite, t'as l'impression, les gens te recrutent pour ce que tu as fait et pour ce que tu as montré. Mais une fois que tu es chez eux,
tu as l'impression que tout ça est oublié. Jean-Pierre, en tout cas, déjà, merci pour tout ce que tu nous racontes jusqu'à maintenant, parce que je pense que c'est vraiment, encore une fois, très fort, et ça me rappelle combien c'est un plaisir d'échanger avec toi à chaque fois. Euh, Guillaume, je sais normalement, on a, disons, un plan de discussion. On sait exactement les directions dans lesquelles on voudrait aller et t'emmener. Mais vu que tu nous offres un contenu qui est tellement riche et vague et divers, enfin, et large, on va dire ça comme ça, euh, que tu sois pas surpris, Guillaume, moi j'ai deux questions en tout cas que je pense que j'aimerais vraiment bien te poser et creuser avec toi. Je commence peut-être par celle qui, si ça va pour toi, Guillaume, hein, je commence, Jean-Pierre, avec celle qui est la plus proche dans le temps. Donc, pour rebondir tout simplement sur ce que tu viens de dire, tu as parlé de ton identité, de conserver ton identité et tes valeurs dans un environnement hostile. C'est des mots assez forts parce que quelque part, tu es engagé par une entreprise, par un club pour le représenter. Et toi-même, tu essaies de t'exprimer qui tu es, tes valeurs, ta personne, etc., prendre ta place. Et en même temps, en fin de compte, enfin, je pense que c'est un problème justement très intéressant parce qu'on n'y est confronté pas que dans le foot. Tu essaies de prendre ta place quelque part, de t'insérer quelque part. Et ce même quelque part, encore une fois, t'empêche de t'y insérer. Donc, c'est un énorme paradoxe. Comment toi, tu as fait, et je pense que, de nouveau, ça peut parler à beaucoup de gens. Conserver son identité, ça fait un lien direct avec définir sa valeur, définir soi-même, définir son identité. C'est des choses qui sont très compliquées à faire, je pense, pour lesquelles on peut être très facilement déstabilisé pour une multitude de raisons. Comment toi, tu as fait pour vraiment conserver cette identité et ces valeurs? Quelle méthode tu as employée? J'en sais rien. Pour pas être déstabilisé quelque part, pas que le doute rentre dans ta tête, que tu commences à perdre cette fondation que tu as au fond de toi. Merci. Bah, déjà, comme j'ai dit, moi, j'ai la chance de travailler avec quelqu'un qui est très fort avec un coach mental. Et c'est aussi quelque chose qui n'est pas abordé malheureusement dans le foot, qui est mis de côté. Après, il n'y a pas que ça, parce que je suis quelqu'un aussi de religieux, donc je me base aussi beaucoup sur mon étude, en fait, de la Bible et d'appliquer aussi des principes aussi dans ma vie. Donc, finalement, le mélange de tout ça me permet d'avoir, en fait, cet équilibre-là, me permet à la fois de me dire, bon, je sais qui je suis. Si cette personne m'a pris dans un endroit, en fait, si la personne s'est trompée sur moi, ce n'est pas ma faute. Parce que le propre de déplacer une personne à un endroit, c'est que, par exemple, moi, je veux toi, Jason, ou toi, Guillaume, dans mon entreprise, je sais comment fonctionne mon entreprise à moi. Donc, si je vous veux à un endroit précis, c'est que j'ai décelé chez vous, en fait, le potentiel et les capacités pour un rôle précis. Maintenant, si moi, en fait, je vous prends, mais que je ne vous mets pas, en fait, à ce rôle-là, je ne peux pas vous demander de me donner, de me servir ce que j'ai déjà vu de vous dans un autre endroit. Donc, c'est-à-dire que finalement, le fautif, ce n'est ni vous, ni toi, Jason, ni toi, Guillaume. Le fautif, c'est moi. C'est que c'est moi qui n'ai pas su vous utiliser, en fait, à votre juste place pour maximiser, en fait, vos qualités et votre potentiel. Donc, finalement, à la fin, qui va se mordre les doigts, pardon. C'est moi, parce que c'est moi qui vous ai pris, mais qui vous ai pas utilisé, en fait, au bon endroit. Donc, moi, en fait, je suis parti, en fait, dans cette même réflexion, en train de me dire, je sais ce que j'ai fait de l'endroit où je viens. De l'endroit où je viens, c'est-à-dire à Berne, en Suisse, les gens me connaissent. Je sais qui je suis. Maintenant, il y a cet endroit-là qui veut que j'aille venir, qui veut que j'aille là-bas. J'ai discuté avec le coach m'a parlé. Une fois que j'étais là-bas, j'ai passé ma visite médicale, j'ai passé 1 heure et demie dans le bureau avec le coach à parler. Il était très enthousiaste, etc. Et moi, je me suis dit, bon, dans tous les cas, je me laisse le temps pour continuer à travailler, etc. Encore peut-être 3, 4 semaines de bien me mettre. Et ça va partir tout seul. Finalement, il m'utilise pas. Donc, donc, dans ma tête, je me dis, en fait, je vais pas commencer à me poser des questions quand même. Et j'ai eu la chance de continuer à maintenir ces rendez-vous aussi avec mon préparateur mental, de
entre guillemets, de lui raconter, de lui donner les nouvelles, en fait, de la semaine. Et ce qui est bien, et ce qui est génial, en fait, avec lui, c'est que il te pose des questions qui te poussent à la réflexion, qui te poussent toi-même, en fait, à mettre en place une stratégie. Et finalement, c'est toi qui décides de qui tu veux devenir par rapport à une situation, de la direction dans laquelle tu vas aller. C'est toi qui as ce pouvoir-là de décider si je vais à droite ou à gauche. Personne ne va te forcer, en fait, à aller à droite ou à gauche. Donc, moi, je lui dis, mais dans ce cas, vu que je sais qui je suis, et que finalement, je n'ai pas besoin, en fait, de l'approbation de cette personne-là, de ce coach pour savoir qui je suis. Parce que je pense que dans la vie, parfois, je le dis aux gens, on veut tous réussir dans des choses, on veut tous faire des choses, tous créer des choses, etc. Mais il y a 2 ans en arrière, je me suis rendu compte qu'en fait, je crois que la plus belle réussite et la réussite la plus extraordinaire dans la vie, c'est de découvrir qui on est vraiment. Parce qu'à partir du moment que tu sais qui tu es vraiment, tu peux aller n'importe où dans le monde, tu peux vivre dans n'importe quelle situation et tu pourras trouver des solutions à chaque situation parce que tu sais qui tu es. Et je pense que c'est ça la plus grande richesse dans notre vie, c'est de savoir qui on est. Quand on se découvre vraiment, quand on sait vraiment qui on est, il suffit juste en fait de conserver ses valeurs et il n'y a aucune montagne en fait, aucun océan qui pourra engloutir tout ça. Et moi, c'est ce que j'ai pu, avec ce travail mental, découvrir mon identité, ma personnalité en fait. Et du coup, maintenant que j'ai ces valeurs-là et que je sais que ces valeurs-là sont là, mais c'est surtout, c'est pas des valeurs juste pour faire plaisir, pour dire oui, oui, je suis comme ça, comme ça. Non, c'est vraiment chercher au fond de soi-même de savoir quelles sont mes valeurs. Qu'est-ce qui fait en fait la base de ma personnalité, la base de moi-même. Et moi, en ayant trouvé ça, et ben, comme j'ai dit au début, je passe beaucoup de temps avant là d'être avec vous. Justement, j'étais en train de prier, justement, par rapport à d'autres choses, parce que je prends toujours un temps pour lire la Bible, pour étudier, méditer. Donc, je sais qu'en fait, j'ai besoin de ces choses-là. Je sais que c'est ça qui nourrit la personne que je suis. Donc, plus je le fais chaque jour, et plus en fait, je nourris ma personne, et plus je nourris mes valeurs. Et finalement, bah, je pense que dans la vie, il n'y a aucune difficulté qui est plus forte que Dieu, dans tous les cas. Hmm. Putain. Et ben moi, j'ai envie de te demander, du coup, vu que tu l'as répété beaucoup de fois, ton identité, tes valeurs, qui tu es vraiment, moi, j'ai envie de te demander simplement, ben, qui es-tu, Jean-Pierre? Alors, Waouh. je suis, en fait, bah, c'est ça. En fait, la personne que je suis, des fois, j'aime à dire aux gens, quand vous m'observez sur un terrain, vous pouvez voir la personne que je suis. Comment je suis sur un terrain, c'est comment je suis dans la vie. Je suis quelqu'un d'exigeant, je suis quelqu'un qui aime quand les choses sont bien faites. Je suis quelqu'un qui, beaucoup dans le partage, en fait, et les gens peuvent le voir la dernière fois qu'on a discuté, même sur les lives, etc. J'aime bien partager avec les gens, j'aime bien voir les gens contents, tu vois. Je suis quelqu'un de très famille, je suis quelqu'un aussi de très religieux aussi, mais pour moi, en fait, il y a surtout 2 ou 3 valeurs qui sont au-dessus de tout. Bien sûr, on a tous envie de réussir dans la vie. Donc ça, c'est une valeur que j'ai chez moi, une valeur forte. Mais cette valeur-là, elle est moins forte que toutes les autres. C'est-à-dire, elle est moins forte que ma valeur familiale, elle est moins forte que ma valeur religieuse, elle est moins forte que ma valeur de travail, elle est moins forte que l'amour que j'ai pour les gens. Mais en fait, pour savoir qui je suis, en fait, il suffit juste de regarder les 4 premières valeurs. Je suis quelqu'un qui aime les gens, je suis quelqu'un qui aime partager, qui aime ma famille, je suis quelqu'un qui, qui aime travailler, et je suis surtout quelqu'un qui aime passer du temps, en fait, avec Dieu, tout simplement. Et donc, tout ça sont en lien, en fait, avec la 5e valeur, qui va être la valeur la moins forte des 5 valeurs fortes que j'ai chez moi, mais qui est à mi-chemin, du coup, qui est à mi-chemin entre mes valeurs fortes et mes valeurs moins fortes.
la réussite forme vraiment le pont qui va relier, je dirais, les deux moitiés. Et les autres moitiés, ça peut être, voilà, ouais, les amis, enfin, tout ce qui est pas forcément, je dirais, tout ce qui est pas forcément Hmm. nécessaire, les choses dont je peux me passer, qui sont bien d'avoir, mais les choses dont je peux me passer aussi. Mais par contre, les cinq autres, ce sont des choses dont je ne peux pas me passer. Et donc, finalement, dans ma vie, ce sont les cinq choses sur lesquelles je porte le plus d'attention. Je peine à trouver les bons mots pour réagir correctement. Non, en tout cas, masterclass. Guillaume, si tu me permets, je pose ma deuxième question. Vas-y. Comme ça, je close ce sujet, mais là, je reviens un peu en arrière. Avant, tu parlais de créer une... Enfin, ça évoque le sujet de créer une dynamique autour de soi, peut-être même à l'intérieur de soi, dans son quotidien, dans sa vie, par rapport à tes performances sur le terrain. Et tu as parlé du mot énergie. Alors, c'est marrant parce que ce mot énergie, ça m'arrive personnellement de l'employer dans ma vie aussi, très souvent, et aussi en même temps de me dire, bon, énergie, c'est assez vague comme terme. Ça veut dire quoi? Tu vas parler à ton médecin ou à ton psy d'énergie, il va te dire, bon, mec, c'est bien, mais l'énergie, c'est quoi? Des émotions, des sensations. S- Certains vont te dire il y a de l'énergie, la physique quantique ou des choses qu'on ne connaît pas très bien encore. Qu'est-ce que c'est en fait? Et c'est marrant parce que la manière dont tu l'as décrit, personnellement, ça m'a énormément parlé. Et c'est quelque chose dont on entend très peu parler, à mon sens aussi. C'est avoir la capacité à créer une dynamique, encore une fois, autour de soi, de quelque chose qu'on ne peut pas voir avec les yeux, ce qui rend les choses si dures, mais qu'on peut sentir avec son corps, qui nous indique si on est dans ce qu'on va appeler soi-même. Voilà, je suis dans une bonne dynamique, ou je suis sur le bon chemin, ou je suis sur la bonne route, ou je vais dans la bonne direction, ou au contraire, je ne vais pas dans la bonne direction. Et c'est très compliqué parce que de nouveau, on ne peut pas voir ça avec les yeux. On peut se le dire, mais je ne pourrais pas le vérifier à ta place, tu ne pourras pas le vérifier à ma place, c'est extrêmement complexe. Et c'est une question, je pense, qui vaut le détour. Comment est-ce que toi, avec tes mots, tu arrives à expliquer comment justement créer cette dynamique? Et comment est-ce que toi, avec tes mots, tu définirais l'énergie? Alors, déjà, il y a quelque chose enfin, que tu as dit qui est très juste, c'est que beaucoup emploient le mot énergie. Énergie, bon, ça veut dire beaucoup de choses. C'est comme aujourd'hui, beaucoup emploient le mot mental. Mais oui, mental. Tu vas dire à un gamin, ouais, mentalement, t'es pas fort. Ou c'est mental, ou c'est ceci. Ouais, mais lui va dire c'est mental, c'est mental. Oui, t'es beau, t'es bien gentil. C'est quoi le mental? Alors, en fait, c'est pareil. C'est Exact. que là où je te rejoins, c'est que c'est quelque chose qui n'est pas perceptible à l'œil. Mais là où je suis pas d'accord avec toi, c'est que c'est quelque chose qui se vérifie à l'œil. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que C'est juste. l'énergie, en fait, l'énergie que tu crées en toi, c'est quelque chose qui va te permettre de concrétiser dans le visible. En fait, c'est tu pars de l'invisible, quelque chose qui n'est pas perceptible, pour l'apporter dans le visible. Je te prends un exemple tout bête. On parlait de foot, par exemple. Tu prends un joueur qui, pendant un mois, il a surperformé au top. Il se sentait bien, etc. Tout ça. Tu es d'accord avec moi que c'est pas venu comme ça? Moi, malheureusement, on n'a pas assez de preuves qui montrent ça à l'évidence dans le temps dans lequel on vit. Mais si moi je me base sur mon expérience personnelle, je pense pas que ça se passe comme ça. Il y a des raisons qu'on n'arrive pas à expliquer, mais il y a des choses D'accord. très subtiles qui doivent arriver. Là, on est d'accord. C'est-à-dire que, sans le savoir, peut-être, sans le savoir, ce joueur ou cette personne qui a vécu un mois incroyable a fait des choses qui, peut-être sans s'en rendre compte, Hmm. ont mis en fait dans un mood et dans une énergie positive, qui lui ont donné envie de se dire, ah ben tiens, ah ben ça, j'arrive à faire ça. Donc, tu as un gain d'énergie, on va dire 5%. Un autre jour, il fait quelque chose, il est content, ça augmente encore. Et donc, petit à petit, il a fait des choses qui, jour après jour, l'ont amené dans un état où il se sentait bien. Maintenant, du coup, il y a la phase où ça se passe moins bien.
la phase où tout le monde se pose des questions. Du coup, qu'est-ce que je fais, comment, etc. Mais en fait, la réponse est toute simple. Tu reprends ce que tu as fait pendant le mois où tu étais bien et tu verras qu'en fait, ça aura le même résultat. Parce qu'en fait, créer en fait cette dynamique en toi, c'est de trouver des leviers, par exemple, de te dire un truc tout simple. Le matin, quand je me lève, qu'est-ce qui me fait du bien le matin? Qu'est-ce que j'ai besoin de faire pour être bien le matin? Tu trouves ce que tu as besoin de faire pour être bien le matin? OK. Donc, quand je fais ça, après, je suis bien. Par exemple, moi, tu vois, pour te faire une confidence, moi, quand je me lève le matin, la première chose que je fais, et je me lève une heure, enfin, vers 7 heures, à partir du moment où j'ai fini de me brosser les dents, etc., la première chose que je fais, je prends la Bible, je lis. Je lis pendant une demi-heure. Parce que ça me fait du bien. Ça me met dans une, mentalement et au niveau corporel, en fait, à partir du moment où j'ai fini de lire pendant le temps que je lis, j'essaie d'apprendre des choses, je médite un peu. Là, je sais que je suis bien. Je suis bien pour attaquer ma journée. Tu vois? Et en fait, c'est exactement la même chose. Qu'est-ce que j'ai besoin de faire le matin? Je me lève à 6 heures. Qu'est-ce que j'ai besoin de faire entre 6 heures et 6h30 pour être bien? Qu'est-ce que j'ai besoin de faire à 7 heures pour être bien? Quand je vais au travail, qu'est-ce que j'ai besoin de voir sur la route? Est-ce que j'ai besoin de m'arrêter à un endroit? Est-ce que, tu vois, en fait, c'est toutes ces questions-là. La question, finalement, pour créer cette énergie, en fait, à l'intérieur de toi, Hmm. en fait, la question est toute simple. Qu'est-ce que j'ai besoin? La, que- Tout est là. Qu'est-ce que j'ai besoin? Et à partir du moment où tu as répondu à cette question-là, ben, en fait, c'est comme quand tu vas allumer du feu. Tu mets du bois, tu mets du bois, tu prends tout le bois que tu as besoin, et à partir du moment où tu as une bonne quantité de bois, tu prends le briquet, tu lances. Et qu'est-ce qui se passe en général? Tout s'allume. C'est exactement, et ben, avec l'énergie, en fait, c'est exactement la même chose. L'énergie, c'est pas juste, oh, ce matin, je me suis levé, ouais, aujourd'hui, je suis bien. Oui, ça peut arriver. Aujourd'hui, t'es bien à 8 heures, puis à 10 heures, etc. Et parfois, je parle avec des gens qui me disent, ouais, mais moi, le matin, je me lève, parfois, je suis bien. Après, à 10 heures, oui, mais peut-être parce que le matin, quand tu t'es levé, tu as fait une chose qui t'a permis d'être bien. Mais sauf que ta journée, tu as 20 heures dans la journée, à peu près, ou 10 heures dans la journée, à peu près, ou 15 heures pour vivre. T'imagines si sur ces 20 heures-là, tu as juste fait quelque chose à 8 heures, et que tu as encore jusqu'à, je sais pas, 23 heures ce soir pour dormir, ben, ta journée va être longue, hein, si, si tu as juste un truc important qui te permet d'être bien. Parce que dans une journée, c'est pas assez. Et je pense que pour créer cette énergie-là, il faut toujours, et moi, des fois, je me dis à la fin de la journée, je me pose et je repense à ma journée. Et ça rejoint les valeurs dont on a discuté. C'est comme si dans ma tête, je cochais en fait chaque chose importante. Je me lève, moment spirituel, ok, coché. Je prends mon petit déj avec ma femme, ok, coché, moment important. Je vais à l'entraînement. Donc, je sais que quand j'arrive à l'entraînement, je suis déjà bien parce que tout ce qui concerne avant d'arriver à l'entraînement, j'ai déjà tout fait. Donc, mentalement, je suis bien. Mentalement, physiquement, je suis bien. Maintenant, quand j'arrive à l'entraînement, j'ai mon programme personnel, j'ai mes trucs que je fais avant l'entraînement, après l'entraînement. Et là, je suis dans le travail. Tu vois, là, au foot, je suis dans la valeur travail. Donc, dans la valeur travail, je dois cocher aussi des choses qui sont importantes. Une fois que ça c'est coché, voilà, je fais mon entraînement. Quand je rentre, il faut que je mange bien. Qu'est-ce que j'ai envie de manger, etc. Et à partir du moment où j'ai coché tout ça, bah, tu te poses la question, bah alors, c'est-à-dire que qu'est-ce qui pourrait mal rouler cette journée? Ouais. Donc, j'ai pas de raison d'être mal. Au contraire, je suis bien parce que j'ai fait tout ce qu'il y avait d'important à faire. Le reste, tu te laisses la voie libre pour vaquer à ce que tu as envie sur le moment. Donc, c'est comme ça que je définirais
je définirais en fait l'énergie et c'est comme ça que je pourrais expliquer comment créer en fait cette dynamique, comment créer en fait ce flux d'énergie qui va te permettre en fait d'aller de l'avant et d'être bien. Par rapport à ce que tu as dit, j'ai l'impression que dans la vie, on entend souvent, enfin, on associe souvent l'énergie, pas que, hein, mais à l'état physique. Mais en fait, par rapport à tout ce que tu viens de dire, l'énergie, elle vient majoritairement du mental. Oui, bah en fait c'est tout simple. Euh, j'ai pris l'exemple là la semaine dernière un ami, on parlait d'un sujet, je lui ai dit regarde, les pilotes de Formule 1. J'ai dit observe les pilotes de Formule 1. Chaque saison, Lewis Hamilton, il change pas de voiture. Mais d'une saison à l'autre, tu as l'impression que ta voiture va plus vite. J'ai dit, à ton avis, pourquoi? Il dit, bah, je sais pas, il a peut-être changé la coque, etc. J'ai dit, oui, il a peut-être changé tes aspects extérieurs pour avoir une meilleure pénétration dans l'air, etc., tout ça. J'ai dit, mais ça, c'est ce qui est visible. Ça, c'est ce que tu vois. Quand tu vois une voiture, tu la vois dans sa forme finale. Mais il y a quelque chose que tu ne vois pas. Il m'a dit, oui, le moteur. J'ai dit, oui. En fait, c'est le moteur qui l'a changé. Ou c'est le moteur qui l'a amélioré. J'ai dit, pourquoi je te dis ça? J'ai dit, pour la simple et bonne raison que tu nous prends, nous, physiquement. Imagine que ton corps physique, c'est la forme finie d'une voiture, c'est la coque d'une voiture. Et ce qu'il y a là-dedans, c'est le moteur. Plus tu améliores ça, plus tu améliores le reste. Donc finalement, l'énergie ne dépend que de toi. C'est toi qui décides dans quelle énergie tu es et c'est toi qui décides de créer ou pas une dynamique. La dynamique, elle viendra pas toute seule. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Même quelqu'un qui un matin se lève dans une énergie extraordinaire, il peut dire, oh, mais j'ai rien fait pour ça. Bah, c'est simplement peut-être que tu as dormi 8 ou 9 heures. Tu as peut-être dormi 1 heure plus tôt que d'habitude. Donc, du coup, tu as récupéré 1 heure de plus. Et donc, le résultat, le lendemain, tu es encore plus en forme. Il n'y a rien d'illogique. C'est simplement simple et basique. Il faut simplement aller vers, selon moi, vers ce qui est le plus simple et surtout être conscient que le mental, c'est quelque chose que tu utilises tous les jours pour traiter des informations, pour discuter avec des gens, etc. Et c'est quelque chose que tu utilises pour toi aussi. Plus ton mental se porte bien, et ben, bizarrement, tu auras la surprise de voir que plus tu te portes bien. Jean-Pierre, si tu avais une phrase pour définir ta mentalité dans la vie, ce serait laquelle? Waouh. T'as 5 minutes. Une phrase. Ouh, C'est c'est le temps dur. de boire de l'eau ou de faire la petite pause. Une phrase pour définir ma mentalité. Ça, je pense qu'il faudra demander aux gens qui m'entourent parce que Non, même, pour moi, c'est même plus moi, facile, évidemment. hein? J'ai dit pour moi, c'est plus facile, évidemment, parce que je sais par le passé que tu as dit la phrase suivante, je me fixe pas de limite. Et je pense que ça, c'est vraiment typiquement quelque chose qui peut incarner ou représenter la mentalité de quelqu'un. C'est pour ça que sur la base de cette phrase-là, je me suis dit, bon, est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, en Non, ça l'espace serait de celle-là. quelques secondes, tu as une phrase qui te vient à la tête. Mais c'est pas facile, je reconnais. Non, 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 mais ça serait, franchement, celle que tu viens de dire, ça serait celle-là. Parce que c'est vrai que dans ma vie, en fait, je me fixe jamais de limite. Dans le sens que, en fait, je ne me dis jamais c'est pas possible. Tu vois? Même quand je suis face à quelque chose, je me dis jamais, ouais, ah, c'est trop haut. Ou c'est trop loin. Ou non, j'ai pas la force pour. Je me dis, je vais faire et je vais aller au maximum de ce que je peux. Après, c'est soit tu as la surprise de dire, bon, bah, finalement, j'ai réussi, ou tu te dis, bon, j'ai pas atteint le but,
Mais si je me tourne et que je vois de là où je suis parti, j'ai quand même avancé. Tu vois, j'ai quand même Tout à avancé. fait. Je ne suis pas resté en fait au niveau, je suis pas resté là où j'étais. Je ne suis pas arrivé au bout, mais j'ai quand même avancé. Et je pense que quand tu avances, quel que soit ce que tu fais, même si tu n'as pas atteint le but, mais une chose qui est sûre, c'est que tant que tu marches, tu te rapproches plus facilement du but que si tu restes debout et que tu te dis, ouais, c'est trop loin. Je pense pas que j'y arriverai. Parce que je pense qu'en te disant déjà, je ne pense pas que j'y arriverai, tu te mets déjà des barrières et même sur le plan mental, tu te limites déjà. Or que si tu vois la chose en te disant, c'est possible. Mais en fait, c'est aussi de te dire, mais est-ce que quelqu'un l'a déjà fait? Oui. Alors, mais pourquoi si lui l'a fait, pourquoi moi, j'arriverai pas à le faire? Même si j'arrive pas au même résultat que lui. Pourquoi moi, je pourrais pas prendre le, le même chemin? Pourquoi je pourrais pas aller dans la même direction, en fait? Qu'est-ce qui le différencie de moi? Il n'y a rien. On a tous une tête, deux bras, deux jambes, un corps. Donc, finalement, on est tous, en, ça dépend enfin, de chacun, mais nous tous, en fait, on a tous les capacités de faire quelque chose. La différence entre ceux qui font et ceux qui réussissent, bah, c'est simplement qu'il y en a un qui s'est simplement dit, ben, moi, je pense que c'est possible. Et que l'autre, il s'est dit, ouais, ça va être dur. Et tu vois la différence? Il y en a un qui pense que c'est possible, il y en a un qui se dit, c'est dur. Moi, je suis plutôt dans celui qui se dit, c'est possible. Et même si ça devient dur, parce que quand tu dis c'est possible, tu sais qu'à un moment, ça peut devenir dur. Mais quand tu te dis que c'est dur, c'est que tu n'as pas pensé à l'éventualité que ce soit possible. J'ai envie de te demander d'où vient cette mentalité. J'imagine qu'il y a plusieurs ingrédients qui ont fait, ben, qui ont construit le mental que tu as aujourd'hui. Mais j'ai envie de te demander d'où il vient et aussi par rapport à ce que tu as dit avant, si, vu que tu travailles avec un coach mental, si ce coach mental a été vraiment un réel plus pour toi et qu'est-ce qui t'a vraiment apporté? Ben, enfin, je vais d'abord commencer par la fin, parce que mon coach mental, s'appelle Laurent d'ailleurs, on m'a, euh, la première fois qu'on a parlé, il m'a dit, bon, en fait, j'ai l'impression d'avoir un, un produit qui est fini. Je lui ai dit pourquoi? Il me dit parce qu'en fait, je dis, je suis face à quelqu'un, je pense, qui a compris tous les rouages du mental, toutes les clés du mental, et qui a compris que bah, le foot ne se joue pas que sur le terrain. Il m'a dit, c'est la différence avec toi, il m'a dit, enfin, en parlant de moi, il m'a dit, les joueurs de foot que je rencontre, ils sont salariés de leur travail. Toi, tu es le chef de ton travail. Tu es ta propre entreprise et tu en es le chef. Il a dit, elle est là la différence. Toi, tu en es le chef parce que tu cherches des moyens de faire grandir cette entreprise. Les autres, ils se contentent simplement de travailler. Donc, ça, c'est la première chose qu'il m'a dit. Maintenant, d'où me vient cette mentalité? En fait, je pense qu'elle me vient tout simplement de mon enfance, tout simplement. Euh, je suis né enfin, d'une famille très modeste au Cameroun. Ma mère, elle m'a eu, moi et ma petite sœur qui a un an de moins. On est parti très tôt du Cameroun, j'avais 6 ans, donc j'étais éloigné de ma mère et je l'ai pas revu pendant longtemps. Je suis resté avec mon père, relation compliquée. Ensuite, j'ai été recueilli par ma famille adoptive qui est portugaise. Et en fait, je pense que tout ça, en fait, a façonné la personne que je suis. Et je pense que inconsciemment, quand on est petit, il y a des choses qui nous marquent dans le sens, moi, j'ai toujours voulu faire du foot. Mon père s'est toujours opposé parce que il voulait que je fasse de grandes études, etc. Mais moi, l'école, ça m'intéressait pas du tout. Enfin, c'est pas que ça m'intéressait pas, c'est que j'avais des facilités, donc je me reposais sur ça. C'est bizarre, hein, parce que tous mes profs me prenaient pour quelqu'un qui se repose sur ses capacités. Et bizarrement, le seul domaine dans lequel je me repose pas sur mes capacités, c'est dans mon travail. Et pourtant, on me prédestinait à être quelqu'un qui est plutôt
ouais, tout va bien, voilà. Je sais faire ça, ouais, j'ai pas besoin de plus. Alors que finalement, en fait, je développe autre chose. Et je pense que tout ça fait que, euh, petit, en fait, je pense que je me suis programmé, en fait, à, à être seul contre le monde entier, je pense. Et je me souviens, avec mon frère adoptif, on est comme les deux doigts de la main. Il y a une photo où elle est très parlante, cette photo-là, quoi. Mais parce que ça représente vraiment, en fait, la mentalité que j'ai. Il y a une photo où lui et moi, on est assis. On est en vacances en Grèce. On est assis. Et puis, il y a la falaise, tu vois, il y a l'océan devant nous. Et puis, on se tape le poing comme ça tous les deux, tu vois. Et, euh, et cette photo, à chaque fois que je la vois, elle me parle beaucoup parce que je me dis, en fait, j'ai toujours cette mentalité d'être géré envers et contre tous si ça colle avec ce que moi je veux, avec ce que je désire moi. En fait, je crois que je suis prêt à me battre contre le monde entier quand c'est quelque chose auquel je crois. Et je pense que cette mentalité, en fait, elle me vient de cette enfance-là, d'avoir été séparé de ma mère, de devoir me rentrer, en fait, dans un nouvel environnement, c'est partir du Cameroun, venir en Europe, découvrir un nouvel environnement, me fondre dans cet environnement-là. Après, les relations conflictuelles avec mon père biologique, où je devais faire face à des situations déjà très dangereuses, entre guillemets, ou très grosses, très jeunes. Donc, mentalement, il fallait avoir déjà une force de caractère pour pouvoir faire face à ces situations-là. Et aussi, quelque part, c'était aussi l'opposition que mon père avait par rapport, en fait, au rêve que moi j'avais. Et, euh, et je me souviens, quand j'étais jeune, je devais avoir 10 ans peut-être, 10 ans, 11 ans, et j'écoutais beaucoup Lafouine à ce moment-là. Et un jour, Lafouine, il avait sorti une musique, je sais pas, la musique, c'est au bout de mes rêves, je crois, ou quelque chose comme ça. C'est pour te dire, je devais avoir 10 ans. Et je me souviens encore ces paroles, parce que ces paroles, elles m'avaient marqué, et je crois que chez moi, en fait, c'est même pas qu'elle, en fait, c'est même pas qu'elle m'avait marqué, je crois qu'elle s'était inscrite, en fait, dans mon ADN, figuralement parlant. Et les paroles, c'était, j'irai au bout de mes rêves. Tu vois. Et j'irai au bout de mes rêves, entre guillemets, contre vents et marées, j'irai, tu vois. Et je pense qu'en fait, et puis la suite des paroles disaient, enfin, je n'ai besoin d'aucune aide, des choses comme ça. Et je crois que je me suis imprégné de ces paroles-là et je me suis dit, je veux faire du foot. Et je vais me baser, en fait, sur ces paroles-là. Contre vents et marées, en fait, je sais ce que je veux faire. Et les profs à l'école, des fois, ils me disaient, ouais, si le foot, ça marche pas. Et je leur disais, et si ça fonctionne. C'est pour te dire, j'avais pas de plan B. Tu sais, il y a certaines personnes, tu leur dis, ouais, mais si t'avais pas été footballeur, t'aurais fait quoi? Ils disent, ouais, tu sais, ils cherchent des choses. Moi, on m'a posé la question et je dis, si t'avais pas été footballeur, je réponds, mais le problème, c'est que je n'imaginais pas être footballeur. Elle est là, la différence. C'est que j'ai dit, mais moi, je n'imaginais pas ne pas être footballeur. Si toi, tu imagines une autre option, tant mieux. Moi, j'en ai pas. Je n'ai que celle-là. Mais le truc, c'est que je suis persuadé que celle-là, elle va fonctionner. Comme si j'ai un fusil, j'ai qu'une balle. C'est la seule. J'ai pas besoin d'une autre. Et je pense que je me suis programmé, en fait, petit à, à devenir joueur de foot, en fait. Mais c'est quelque chose que je me rends compte que j'ai après élargi plus aussi dans ma vie de tous les jours, tu vois. C'est un trait de caractère que tu retrouves dans, dans, dans la manière dont je suis. Et c'est très paradoxal parce qu'à la fois, je suis très proche des gens, mais parfois, je peux être aussi très éloigné des gens. Dans le sens que je suis très proche des gens parce que quand j'ai une idée en tête, je veux progresser dans un domaine
et je vais m'entourer d'une personne qui peut m'aider, en fait, à progresser dans ce domaine-là. Mais ce qui est paradoxal, c'est que le jour quand la personne décide de partir, je vais pas lui courir après. Hmm. Et en fait, ouais, en fait, je suis comme ça. Je suis à la fois, je suis yin et yang en même temps. C'est capable on est capable de faire des choses incroyables ensemble, mais le jour quand une personne décide de partir, je vais pas lui courir après. Et des fois, les gens me demandent, mais comment tu arrives à faire ça? Je dis, mais parce que c'est pas ma décision. À partir du moment où c'est pas la mienne, j'ai pas besoin de me prendre la tête. Elle a choisi ce qui est bien pour elle. Si elle estime que ce qui est bien pour elle, c'est de partir, tant mieux. Je me mettrai jamais en travers des objectifs de quelqu'un de la même manière que je ne permettrai à personne de se mettre en travers de mes objectifs. Donc, je sais pas si j'ai répondu à ta question, mais Oui, oui. Largement. Jean-Pierre, au début, tu nous as donné un exemple, ouais, un exemple très concret d'inspiration en prenant un animal, l'aigle. Maintenant, est-ce que tu arriverais à nous donner la plus grande ou une des plus grandes inspirations pour toi en tant qu'être humain, un homme ou une femme, dans ta vie, qui t'a vraiment, particulièrement laissé une marque? Dans le sens positif, évidemment. en fait, euh, Tu peux dire non. en fait, non, en fait, c'est que j'ai beaucoup de personnes, mais je pourrais pas t'en citer une pour la OK. simple et bonne raison que si je t'en cite une, en fait, le truc, c'est que ça ne sera pas assez fort, dans le sens que Mmh. ce qu'une personne a fait, en fait, a été complété par d'autres personnes et ce qui ont fait, en fait, l'inspiration, enfin, l'inspiration que je peux avoir. Et je dirais, finalement, en fait, c'est toutes les personnes. En fait, moi, je m'inspire de toutes les personnes qui sont autour de moi. Je me considère, moi, comme une éponge à information. En fait, j'aime absorber des informations. J'aime apprendre. J'aime prendre de partout. Et je ne considère jamais, enfin, j'essaye, moi, de ne jamais considérer une personne comme une personne qui n'a rien à m'apprendre. Des fois, les gens ils me disent parfois, tu sais, je me promène et je tombe face à un mec qui a peut-être jamais joué au foot, et puis il est là, il me parle de foot, etc. Et des fois, les gens me disent, mais qu'est-ce que tu l'écoutes, lui, il parle pas de foot. Mais moi, le problème, c'est que moi, ça va m'intéresser. C'est bizarre, hein, mais le problème, c'est que, en fait, parce que j'estime qu'une personne qui va regarder un match de foot voit des choses que toi, tu ne vois pas sur le terrain. Et même si tu n'y connais peut-être rien au foot, elle va peut-être te sortir une situation où elle t'a parlé, elle va dire oui, t'as fait ci, ça, peut-être que tu aurais pu faire ça. Et peut-être que toi, en regardant le match, tu vas revoir l'action et tu vas te dire, mais en fait, ce qu'elle m'a dit, c'était pas con parce qu'il y avait le meilleur choix. Et en fait, moi, c'est comme ça que je fonctionne. En fait, je fonctionne comme ça. C'est, il y a, c'est un jour, il y a 4 ans, 5 ans, j'ai entendu Will Smith dire un jour, euh, fais de ta vie un feu et mets autour de toi des gens, en fait, qui l'attisent. Et je pense que je fonctionne comme ça. Ça revient à la question de l'importance de bien s'entourer, heu, Ouais. directement et indirectement. Avant, tu l'as dit, si quelqu'un a pris la décision de pour X raisons, de couper les ponts avec toi, ou enfin de prendre une autre de marcher dans une autre direction qu'est la tienne, que toi tu as choisie en tout cas, tu as pas de problème à laisser cette personne s'en aller quelque part. Est-ce que ça a toujours été le cas? Et puis c'est une question, je pense, que je te pose sur une, base plus large qu'uniquement le foot ou les relations professionnelles. C'est quelque chose qui nous touche énormément dans une famille parfois, avec nos amis, dans les relations amoureuses. C'est quelque chose qui peut être très douloureux. Tu le dis avec, beaucoup de sagesse et quelqu'un qui a beaucoup de maîtrise par rapport à ça. Je pense que c'est pas le cas de forcément tous les auditeurs qui vont éventuellement écouter cet épisode. De nouveau, est-ce que ça a toujours été le cas comme ça? C'est ta personnalité ou tu quand même tu t'es pris une sacrée claque un jour et c'est de cette claque-là que tu as changé complètement?
En fait, je te dirais, c'est quand je suis arrivé en Europe, en France, c'est le fait d'être africain. Je suis arrivé, j'avais forcément un accent. Aujourd'hui, les gens m'entendent parler, ils me disent, mais t'as pas d'accent. Je dis, c'est normal, ça fait 23 ans que je suis en France, encore heureux. Et, mais quand je suis arrivé au début, il y a toujours cette différence, tu sais, avec les gens. Quand tu es africain, tu viens d'arriver, tu as un accent. Il y a ce truc qui se passe où les gens sont pas forcément proches de toi. Donc, à un moment, tu te sens un peu seul. Tu sais, tu te sens un peu seul. Tu te dis, bon, est-ce que je vais réussir à me faire des amis? Est-ce que ceci, cela? Et puis, et puis, comme je te l'ai dit aussi, la relation si conflictuelle, en fait, avec mon père, je pense que tout ça a fait en sorte qu'à un moment, je pense, je me suis dit, si tu as des combats, ou même au sein, même dans ta famille biologique, si tu as des combats de cette ampleur, ma foi, dans le monde, en fait, tu en auras aussi des combats. Donc, finalement, je pense que je me suis blindé de ce côté-là. Et ce qui fait que dans ma vie, et c'est pour ça que je t'ai dit, et ça, je l'ai découvert moi-même, et parfois je le dis, j'ai dit, dans ma personnalité, j'ai un énorme paradoxe, c'est vraiment ces deux sentiments-là. C'est vraiment ces deux sentiments-là, entre le fait d'aimer beaucoup les gens, j'essaye vraiment de penser aux gens, d'être attentif aux gens qui sont autour de moi, mais à la fois d'être très détaché. Mais en fait, je suis détaché quand les gens prennent une décision. Parce que je pars du principe que quand ils prennent une décision, c'est qu'ils ont réfléchi. Tout comme moi, j'ai pu prendre des décisions aussi, et comme je vais en prendre aussi plus tard, je prends le temps de réfléchir, et quand à un moment, j'ai réfléchi, je mets en place ma décision, et voilà, et après, j'y vais. Il y a des gens qui sont contents, d'autres pas. Finalement, ceux qui sont contents vont venir avec toi, ceux qui sont pas contents, ils vont prendre une autre voie. Et ça, j'ai pas de problème avec ça. En fait, et pourquoi j'ai pas de problème avec ça? Parce que la décision que je prends, je sais qu'elle est bonne pour moi. Et personne d'autre que moi, à l'intérieur de moi-même, ne peut savoir ce qui est bien pour moi. Donc, mais c'est quelque chose aussi que je remarque dans mes relations aussi. Et là, j'ai parlé de travail, mais dans la sphère privée aussi, c'est pareil. Même par le passé aussi, ça a été pareil. Vraiment, j'ai ce détachement en fait envers. En fait, je ne saurais même pas comment l'expliquer parce que comme je dis, c'est hyper paradoxal et c'est à la fois hyper contradictoire parce que et tu peux pas entendre quelqu'un dire je suis très proche des gens, mais en même temps, s'ils partent, en fait, ça me fait rien. Mais le truc, c'est que c'est vraiment comme ça que je suis. C'est pas une blague. Et j'ai déjà eu des choses. Il y a déjà des choses qui se sont passées dans ma vie où on m'a dit, ouais, mais toi, ça te fait rien. J'ai dit, bah non. Parce qu'en fait, je me dis, mais finalement, je dis alors, il y a deux manières de penser. C'est soit tu vas, tu sais, tu commences à rentrer dans un dialogue et pourquoi et comment et ceci et cela. Et je te dis la vérité, j'ai pas le temps. En fait, j'ai pas envie de rentrer dans ce genre de truc parce que plus tu discutes avec cette personne, plus ce que tu vas lui dire peut l'emmener à changer sa position. Tu vois ce que... Et là, en fait, tu récupères une personne en fait, qui n'a pas envie d'être avec toi, mais qui va être avec toi parce que tu as réussi à la faire changer ta vie. Tu vois ce que je veux dire? En fait, elle n'est pas avec toi parce qu'elle voulait rester. Elle est avec toi parce qu'elle a discuté avec toi et que tu as réussi, en fait, à la faire changer ta vie. Et moi, je ne veux pas ça. En fait, je ne suis pas le garant moral de quelqu'un. Tu vois? Et je ne veux pas que par mes mots, quelqu'un prenne une décision que peut-être au bout d'un moment, elle va regretter. Parce qu'après, ce qui se passe, c'est que quand ça se passe bien, tout va bien. Il n'y a personne qui se tire dessus. Mais le jour quand ça se passe mal, et ben cette personne-là va être la première à venir te voir pour te dire oui, mais je voulais partir il y a X temps et on a discuté et etc. Et moi, je dis dans ma vie, c'est le genre de discussion que je ne veux pas avoir du tout. Alors ça, je ne veux pas du tout les avoir. Et des fois, je dis aux gens, ah, je sais,
peut-être que c'est brutal, mais j'estime que si tu as une décision à prendre, prends-la. Prends-la et ne regarde pas. Bien sûr, prends des conseils autour de toi si tu as besoin de prendre des conseils. Mais à partir du moment où tu as décidé, prends ta décision. Ne regarde pas à droite, à gauche. Parce que quand tu regardes à droite, à gauche, tu deviens indécis et tu sais plus où tu vas. Et parfois, c'est arrivé que tu prennes une décision, tu discutes avec l'autre, ta décision change et finalement, qui part? Mhm. Par rapport à tout ce que tu viens de dire, euh, euh, que je partage et que je comprends. Donc toi, tu as des standards, voilà, où mentalement, tu te dis, si la personne part, c'est sa décision, elle part. Ok, ça c'est le niveau mental. Mais selon les personnes, ça peut être quelqu'un, je sais pas, quelqu'un de ta famille, un ami proche, quelqu'un que tu aimes profondément, etc. Mentalement, tu es capable de dire, je laisse partir. Mais au fond de ton cœur, enfin, est-ce que tu en souffres pas quand même? Même si Si, tu acceptes le fait qu'elle part, tu as quand même une souffrance. si, ben, je suis pas un robot, bien sûr. Mais, mais, Et c'est ça que je veux dire. Ouais, pour finir, c'est ça que je veux dire. C'est des fois, parfois, le fait qu'on souffre qui fait que, ben, que ça nous rattrape un petit peu, puis qu'au final, on veut pas la laisser partir. Et puis, ben, comment on fait pour, en fait, tu vois, il y a, il y a, je vais te faire une aparté un peu religieuse, il y a un verset que j'ai lu dans la Bible, dans le livre de Jérémie, qui dit, le cœur est plus traître que toute autre chose. C'est bizarre, parce que tu dis, ton cœur, normalement, il peut pas être traître, tu vois. Mais en fait, j'ai beaucoup réfléchi sur ce verset et je me suis dit, mais en fait, pourquoi le cœur peut être plus traître que toute autre chose? Et ben en fait, ça, si tu réfléchis, ça rejoint exactement ce que tu dis. Ton cœur peut t'amener à aimer quelque chose aujourd'hui, à le détester demain. Et pareil avec les gens. Aujourd'hui, tu peux aimer quelqu'un et demain, parce que la personne t'a fait quelque chose, tu vas détester la personne. Mais en fait, moi, en ayant compris ça, en ayant compris que les sentiments peuvent nous jouer des tours, et parfois on dit, bah, des fois, quand tu aimes trop quelqu'un, tu es aveuglé, tu vois pas les choses, vraiment. Et tu t'as pas un point de vue objectif face à une situation. Mais en fait, moi, ce que j'essaie de faire, en ayant appris en fait ce principe-là, c'est d'essayer de garder en fait un point de vue objectif. C'est-à-dire, la personne va partir, je vais pas réagir tout de suite. Et je vais avoir ma douleur, tu vois, je vais avoir ma peine, etc. Et je vais ressentir quelque chose. Mais que de réagir tout de suite, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de comprendre les raisons. Si au final, je me rends compte que les raisons, ça arrive, que c'est quelque chose que moi, je n'ai pas fait. Bon, ok, c'est quelque chose que je n'ai pas fait. Maintenant, la chose que je n'ai pas fait, il faut que ce soit aussi en lien avec ma personnalité. Je, je veux dire, j'aime pas faire le saut en parachute. Je dis que si quelqu'un décide de se séparer de moi parce que lui, il aime faire des sauts en parachute et moi non, je veux dire là, ma foi, voilà, j'ai rien à me reprocher. Moi, ça fait pas partie de ma personnalité. Tu vois ce que je veux dire? Maintenant, si c'est quelque chose qui faisait partie de ma personnalité, mais que je n'ai pas pu faire ou tu lui donner, bon, là, je sais, c'est de ma... Donc, j'aurai encore plus, tu sais, j'aurai encore plus de peine parce que je me dis, peut-être si j'avais fait ça, etc., tout ça. Maintenant, c'est le choix de la personne. Est-ce que si elle veut discuter avec toi et te donner les raisons, moi, je suis toujours preneur. Par contre, je suis toujours ouvert à la discussion. Ça, il n'y a aucun souci. Je prends les informations et puis je dis, voilà, OK. Si j'avais fait ça, est-ce que ça aurait changé? Si la personne te dit oui, ça aurait changé, et qu'elle te dit, bon, bah, maintenant, si tu es prêt à le faire parce que tu t'es rendu compte que, OK, je le mets en place, je fais et on voit si ça va dans le bon sens. Maintenant, si les raisons qui poussent la personne à partir, ce sont des raisons sur lesquelles je n'ai, entre guillemets, aucune influence dans le sens que ce sont des raisons de goût, couleur, préférence, etc., je vais avoir de la peine, mais je vais dormir sur mes deux oreilles parce que, je veux dire, toi, t'aimes le rouge, moi, j'aime le bleu.
ouais, bon, je vais pas aimer le rouge parce que j'ai envie que tu restes là. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ça va me faire la peine, mais là, je peux rien. Je peux... Parce que si je décide de changer mon cœur, de dire d'aimer le rouge, dans une semaine, je vais le détester, mais du coup, je vais te détester toi aussi. Parce que c'est toi qui m'auras fait aimer le rouge. En fait, c'est ce type d'émotion et de sensation que j'essaie de ne pas avoir. Parce que forcément, en ayant compris que mon cœur peut m'amener comme il veut à aimer, à détester des choses, et ben, j'essaie de me concentrer simplement sur les trucs que j'aime et les choses que je sais que je peux moins influer. Ce que je ne peux pas influer, bah, en fait, voilà. Quand quelqu'un parle et que ça rentre dans le cadre des choses que je peux influer, bah, je suis beaucoup plus touché. Quand ça rentre pas dans ce cadre-là, je suis touché, mais je vais m'en remettre parce que de toute façon, dans la vie, il faut avancer. Et moi, Jean-Pierre, je voulais simplement te demander, c'est une question un peu bête, mais quand tu vas avoir 30 ans cette année, tu as déjà vécu beaucoup de choses dans ta vie, dans ta carrière. Et moi, je voulais juste te demander, en fait, comment tu te sens aujourd'hui? Est-ce que tu es heureux dans ta vie? Et puis, si tu as encore beaucoup de rêves que tu souhaites accomplir. Bah, franchement, aujourd'hui, je me sens très bien. Je te dis, franchement, je pense que j'arrive à un âge où euh, les, les 5 dernières années, franchement, je dis toujours que j'ai eu l'impression de commencer à vivre à partir de 25 ans. Franchement, j'ai eu cette impression-là parce que j'ai découvert plein de choses. En fait, je me suis intéressé à plein de choses. Enfin, j'ai travaillé avec des gens. Je me suis intéressé à des choses qui peut-être même sur le domaine du foot, des joueurs ne vont pas travailler le cerveau, travailler la vue, travailler le mental. En fait, chercher des choses qui sont invisibles, en fait, mais qui vont servir pour des choses visibles. Et à côté de ça, bah, j'ai aussi eu ce rapprochement aussi par rapport à ma religion, tout ça. Et en fait, j'ai l'impression qu'en fait, en ayant trouvé euh, cette relation aussi spirituelle, en fait, c'est comme si, en fait, j'ai eu la sensation, à partir de 25 ans, quand j'ai commencé à étudier la Bible, j'ai eu l'impression qu'en fait, c'est comme si j'avais trouvé une pièce du puzzle, la dernière pièce qui manquait, et qu'il fallait juste que je la pose. Et du coup, en fait, tout le reste, en fait, a commencé à... Je me suis dit, wow, en fait, ouais, bon, là, il y a pas mal de choses qui commencent à venir, etc. Et puis j'avais aussi des décisions à prendre, tu vois, à ce moment-là. Et c'est pour ça, parfois, j'aime à dire que oui, j'ai l'impression qu'en fait, j'ai commencé à vivre, je dirais plutôt mentalement, émotionnellement parlant et spirituellement, en fait, à 25 ans. Et depuis 25 ans, depuis mes 25 ans jusqu'à maintenant, en fait, ma vie, elle a pris une tournure que je ne m'y attendais pas du tout. C'est, je dis, c'est incroyable. En fait, j'ai l'impression qu'avant, je ne vivais, simplement, j'ai l'impression qu'avant, je ne vivais pas. Vraiment. J'ai l'impression qu'avant, je ne vivais pas. Pourtant, avant, je pouvais faire plein de choses. Je pouvais, tu sais, j'ai été jeune comme tout le monde. Ouais, plein de choses. Et en fait, j'ai eu l'impression, je me suis dit, en fait, j'ai fait quoi avant. Mais vraiment, je me suis demandé, j'ai fait quoi. En fait, je me suis dit, tout ce que j'ai fait avant, c'était con à dire, mais je dis, mais tout ce que j'ai fait avant, c'était de la merde, en fait. En fait, c'était juste des choses pour meubler le temps. Alors alors qu'aujourd'hui, je fais des choses pour, entre guillemets, si je peux dire, pour construire mon temps. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ouais, et aujourd'hui, en fait, j'arrive là à 30 ans, et quand je regarde derrière, en fait, c'est comme si je pourrais, je pourrais définir, en fait, si je devais mettre 3 mots enfin, entre guillemets, 3 mots, 3 expressions pour définir surtout des années 2000 quand je suis arrivé en Europe ou même un peu avant, jusqu'à aujourd'hui,
je pourrais dire, en fait, le premier tiers, c'était que de la programmation. Me programmer, en fait, à tout ce que je vais faire après. Tu vois? C'était de la programmation. Le deuxième tiers, jusqu'à peut-être mes 25 ans, c'était de la mise en place, je dirais. Et depuis 25 ans, je vis. Depuis mes 25 ans. Le dernier, Je c'est pense que... l'expression. Hein? J'ai dit la dernière étape, c'est l'expression Ouais, de toi. l'expression. Ouais, c'est ça. C'est l'expression. Ouais, c'est ça. C'est l'expression de moi. Si je devais séparer un peu en trois tiers, un peu, en fait, ça serait comme ça que ça serait les trois tiers qu'en fait je choisirais. La programmation, la mise en place et l'expression. Et là, je pense que je suis parfaitement dans l'expression parce que même la blessure que j'ai eue sur le plan sportif, j'avais dit en fait à certaines personnes quand je revenais, et il y en a certains, je sais, ils m'ont dit, mais t'es fou. Il dit, toi, il me dit, ouais, ben, après Venise, tu vas faire quoi? Ouais, t'es à l'étranger, reste à l'étranger, etc. Oui, j'avais des possibilités, etc. Mais ce que je leur ai dit, c'est, en fait, à ce moment-là, je me suis reconnecté, en fait, au petit garçon que j'étais. Et je me souviens, en fait, avant de partir, j'étais dans la maison là-bas en Italie, et le dernier soir, avant que je parte le lendemain, et le dernier soir, avant que je parte, et je me souviens, je me suis mis dans la chambre, enfin, j'avais la chance, enfin, j'avais loué une belle maison, ouais, j'avais une baie vitrée, je pouvais regarder le ciel, et je me suis posé, et je regardais, et je m'imaginais, moi, petit, assis à côté. Et des fois, c'est fou, hein, parce que, tu sais, des fois, les gens, ils peuvent se dire, ouais, mais là, t'es fou, là, tu vas dans tous les sens. Mais je disais non, parce qu'en fait, il y a certaines personnes qui écrivent, qui s'écrivent à eux-mêmes, et je trouve ça génial. Tu vois. Moi, tu sais, je me parlais à moi-même, mais en fait, enfin, dans ma tête, on était deux, mais c'était la même personne. Et je me parlais à moi-même, et je me disais, bon, là, quel choix faire, quelle direction prendre. Et donc, je regardais le petit garçon à côté de moi, et je m'imaginais me poser la question, quel choix tu vas prendre? Et j'imaginais le petit garçon que j'étais me dire, c'est où le plus dur? Et c'est vraiment la réponse que moi, petit, le pire, c'est que c'est la réponse que moi, petit, j'aurais donnée. J'ai dit, c'est où que ça sera le plus dur? Et là, en réfléchissant, je me dis, bon, rester à l'étranger, c'est bien, parce que tu dois tout refaire. Donc, en fait, tu arrives dans un endroit où, dans ma conception, on va dire, c'était facile, dans le sens que tu es blessé, tu reviens de blessure. En fait, les gens, ils te récupèrent comme ça. Donc, ouais, on va dire qu'ils ont que des chiffres d'avant. Ils n'ont pas forcément l'image, ils savent pas visuellement parce qu'ils me voyaient pas tous les jours comment je suis. Donc, ils vont te découvrir. Rentrer en Suisse, les gens te connaissent, les gens vont attendre quand même parce qu'ils vont se dire, bon, s'ils reviennent de blessure, on espère que ça sera comme avant, etc. Tout ça. Et je te dis, véridique, hein, c'est bizarre, mais quand j'étais en train de me parler à moi-même, quand j'ai pensé à ça, bah, tu sais, on parlait d'énergie. Je te dis la vérité, hein. De mes pieds à la tête, j'ai senti une énergie. Je me suis dit, faut que je rentre en Suisse. Parce qu'en fait, je me suis dit, l'endroit où ça sera le plus dur, ça sera en Suisse. Parce que les gens savent ce qui s'est passé avant, ce que tu as fait avant. Ils te connaissent en tant que personne. En fait, ils savent tout ce qui s'est passé avant la blessure, ce que tu as pu faire, Dieu merci. Mais ils vont attendre de voir qui est-ce que tu es devenu. Et ils seront peut-être plus... En fait, je voulais être dans une situation où il y a de l'attente, où en fait on m'attend, où on se dit, est-ce qu'il va redevenir comme avant? Est-ce qu'on va avoir le joueur de foot, c'est après la blessure qui était comme ça, comme ça? Et je me suis dit, c'est là où, en fait,
c'est là, c'est dans ça que je veux me retrouver. Parce que en me retrouvant dans ça me reconnecte en fait au petit que j'étais. Au petit qui se disait, c'est justement quand c'est dur. C'est là que j'aime me retrouver. Parce que finalement, dans ma tête, je suis programmé à ce que ce soit dur, mais je sais que ça va être possible. Donc, en fait, je vais me retrouver dans l'état, dans une bulle, dans une situation qui me demande en fait d'activer tout ce que j'ai programmé en fait juste avant. Et comme j'avais jamais connu de blessure, donc tu peux pas te retrouver dans cette situation-là où tu es absent pendant longtemps, où après les gens ils se disent bon comment ça va aller, comment etc. Même si je sais qu'ils vont être indulgents, etc. Mais limite je me suis dit non, je voulais pas que les gens soient indulgents parce que je sais que je le saurais pas avec moi-même, tu vois. Mm. Et c'est pour ça qu'en fait après la décision de rentrer en Suisse en fait elle s'est décidée à ce moment-là entre le petit JP et le grand. Donc, ils ont pris la décision en commun de dire, on va rentrer en Suisse parce que c'est là où ça va être le plus dur. Mais c'est là où aussi, bah, à contrario, comme c'est possible, parce que je sais, parce que je me connais et que j'ai ces valeurs fortes-là, je me dis, bah, tu sais quoi, par rapport à ce que j'ai pu faire avant, en fait, ça va pas être la même chose. Je veux pas que ce soit juste la même chose. J'ai envie de donner quelque chose de plus qu'avant, pour qu'on se dise, ah, avant c'était bien, mais là c'est mieux. Tu vois. Mhm. Et donc, et c'est avec cette énergie-là que finalement je suis revenu et je me suis dit que je vais revenir en Suisse parce que c'est là où, en quelque sorte, il y a quelque chose de chouette et de joli à faire et d'autant plus que, bon, malheureusement, le club avait aussi connu une saison difficile. Et je me suis dit, si après la blessure, j'arrive avec aussi mes partenaires, à aider le club, en fait, à regagner, en fait, le titre, euh, tout de suite après l'avoir perdu, et ben, je pense que ça serait pas mal parce que là, je pense que toutes les questions en suspens sont répondues. Bon, alors malheureusement, on a eu un petit problème de connexion qui a fait que ça a interrompu l'épisode. Donc, on se retrouve aujourd'hui avec toi, Jean-Pierre, pour terminer l'épisode. Et on va tout de suite enchaîner avec les questions de fermeture. Euh, alors, la première question, c'est qui est ta plus grande source d'inspiration? C'est vrai que pendant l'épisode, tu as beaucoup parlé de l'image d'un animal, l'aigle. Euh, mais là, est-ce que tu peux répondre à cette question en parlant d'une personne physique, réelle ou fictive, qui est vraiment une importante source d'inspiration dans ta vie, s'il te plaît? Mais en fait, ouais, j'en ai pas une personne réelle. J'ai toujours dit que celui qui m'a motivé, du moins donné ce goût à l'effort de travail pour avoir de la réussite et du succès, c'est Cristiano Ronaldo. Pour moi, c'est l'exemple parfait, en fait, tu travailles, tu as du résultat. Quand tu as du talent, tu travailles, et ben, tu augmentes ton talent, tu augmentes ton potentiel. Et puis, tu atteins des limites que peut-être que tu n'imaginais pas. Et pour la petite anecdote, pour le petit truc marrant, l'autre personnage fictif dont je m'inspire et que j'aime bien, ça va vous surprendre parce qu'il vient d'un dessin animé Ok. et c'est Son Goku. Ah, excellent. Mhm. Lui, c'est l'opposé. C'est un mec drôle qui s'en fout de tout, il veut que se battre. Il veut que se battre. Bon, c'est pas mon cas, je vais pas tout le temps me battre, mais j'aime bien son personnage un peu mélangé aussi un peu à Vegeta. Mais, mais voilà, Son Goku, j'aime bien parce que c'est toujours aller, il veut être plus fort, il veut être toujours, et je trouve que avec Cristiano Ronaldo, ce sont des caractéristiques qui sont similaires, même si c'est deux personnages complètement différents. Ok, excellent. Quelle est ta plus grande révélation dans ta carrière ou dans ta vie? Wow, alors, de grandes révélations dans ma carrière et dans T'as le ma... temps, à nouveau. Mhm. Euh, Sérieuse question. ouais, alors
sur le plan, je vais dire sur le plan personnel, sur le plan de la vie hors foot, c'est ce qu'on a parlé juste avant. Justement, je dis qu'à partir de 25 ans, j'ai eu l'impression d'avoir commencé à vivre parce que j'ai aussi eu cette approche religieuse de par ma religion. J'ai commencé à étudier un peu plus en profondeur et à appliquer les choses. Et je pense que, ouais, si je dois choisir, je pense que ça serait plutôt ça, en fait, ma grosse révélation qui m'a permis de comprendre beaucoup de choses, de me comprendre aussi moi-même, de me mettre aussi parfois face à moi-même et de voir parfois, voilà, les failles que je peux avoir, les points faibles un peu et d'essayer de les modifier pour avoir une vie un peu plus joyeuse. Et depuis que je dis parfois, et depuis que j'ai rencontré de manière imagée Dieu, en fait, j'ai l'impression de le connaître encore plus. J'ai l'impression que j'ai commencé à mieux vivre, en tout cas. Excellente réponse. Hem, ça peut être difficile à résumer en une phrase, mais qu'est-ce que le football t'a apporté en tant qu'homme? Ouais, bah, non, c'est pas difficile à résumer, hein. C'est très facile. En fait, cette ouverture. Le foot n'a pas de limite, en fait. N'a pas de religion, n'a pas d'ethnie, n'a pas de provenance. Et je trouve que le foot, et aussi d'autres sports, mais en particularité le foot, c'est quelque chose qui réunit, en fait, des gens, en fait, de tout âge, tout type, n'importe quelle couleur de peau. En fait, le foot n'a pas de frontières, en fait. Et je pense que ça m'a permis de comprendre ça, que moi aussi, dans ma vie, je ne devrais pas avoir de frontières avec les gens, en fait. Je devrais pas mettre de barrières avec les gens parce que quelqu'un est différent de moi, ou Mmh. quelqu'un vient d'un autre pays, ou quelqu'un parle une autre langue, ou tout simplement qu'on est deux personnes différentes. Mais je pense qu'on doit être capable de s'accepter les uns les autres et d'essayer de vivre en communauté les uns avec les autres. Donc, ça se passe dans une équipe, parce qu'on ne parle pas tous la même langue, on vient pas tous du même endroit, mais on essaye d'avoir tous un même langage. Alors, je me dis, pourquoi on pourrait pas l'avoir dans... C'est compliqué, hein, mais pourquoi on pourrait pas l'avoir dans la vie de tous les jours, en fait? Parce que le foot arrive à nous rassembler pendant un mois durant une Coupe du Monde. Parfois, le foot divise aussi, aussi, quand on est tous supporters d'une équipe. Mais je veux dire, quand on se retrouve à regarder une Coupe du Monde, on est tous footballeurs, en fait. Et je trouve que c'est le seul sport qui a ce pouvoir-là sur sur le plan planétaire de réunir les gens, en fait, le temps d'un mois, d'un match, de quelques jours, où là, il y a plus de barrière. Donc, moi, c'est ce que ça m'a apporté, cette diversité et ce fait de ne pas avoir de barrière avec les gens. Et quel est, selon toi, ou quels sont les secrets du succès? Oula, alors là, secret du succès. Ouais, enfin, je dirais pas que j'ai la prétention de savoir quels sont les secrets du succès. Je pense qu'on a tous, en fonction de notre personnalité, on a tous nos besoins, on a tous nos ingrédients qu'on a besoin de mettre, en fait, pour réussir. Mais euh, je pense qu'il y a une base sur laquelle on doit tous partir, c'est de travailler. Parce que sans travail, t'avances pas. Donc, et ça, quel que soit le métier que tu fais, quel que soit ce que tu as envie de faire dans la vie, quelqu'un qui veut faire du sport, s'il se lève pas, il fera jamais de sport. Donc, c'est bien beau d'avoir envie, mais faut te mettre en action. Et ça, je pense que c'est la base qu'on a tous. Et à partir de cette base-là, en fait, tu rajoutes des ingrédients peut-être qui te sont propres. Mais je dirais, ouais, j'ai toujours dit, il n'y a pas de succès sans travail. Et j'aime bien cette phrase qui dit que l'échec est reproductible là où le succès ne l'est pas. C'est-à-dire que c'est compliqué comme phrase. C'est-à-dire qu'en fait, en fait, si tu fais rien, bah, t'auras rien, en fait. Donc, à force de rien faire, bah, t'es toujours dans l'échec. Mais par contre, à partir du moment où tu te mets à travailler, bah, c'est pas parce que tu as réussi pendant un mois que tu vas réussir le deuxième mois, tu vois. Mais quand tu travailles, il se passe quelque chose. Alors, parfois c'est plus, parfois c'est moins, mais c'est rare que ce soit toujours pareil. Tu vois, donc c'est pas quelque chose qui va se reproduire exactement de la même manière. Alors que l'échec,
Si tu fais rien, tu fais rien, il n'y a rien qui se passe, tu vois. Donc ça, c'est reproductible. Mais quand tu travailles, le succès ne va pas forcément se reproduire de la même manière. Mais tu es en train de travailler, donc tu es en train de générer en fait quelque chose qui va se voir moyen, court, moyen ou long terme dans tous les cas. Aujourd'hui, quel conseil est-ce que tu donnerais au Jean-Pierre qui a 15 ans? Je lui dirais, bon, essaye d'être moins con dans les prochaines années qui arrivent, avant les 20 ans. Non, plus sérieusement, en fait, je lui dirais de continuer, en fait, dans la voie dans laquelle il est, parce que c'est une voie qui va le mener, en fait, et à réaliser les rêves qu'il a eu à 10 ans, les rêves qu'il a eu à 15 ans, les envies qu'il a eu à 20 ans, et de continuer, en fait, à cultiver cette volonté de travailler, et de réussir et d'aller de l'avant, cette résilience-là aussi, de ne pas se laisser abattre parce qu'il y a des échecs, parce qu'il y a des difficultés, parce que pour moi, l'échec est un prémisse de la réussite. C'est-à-dire que tu as besoin d'échouer pour réussir. Il y a rien personne ne réussit tout d'un coup. Et même quand tu réussis tout d'un coup, et ben, quand tu as un échec, le fait de pas avoir su comment surmonter un échec par le passé, en fait, tu le rattrapes à ce moment-là et parfois tu le rattrapes au pire moment de ta vie parce que tu n'as pas besoin de vivre cet échec-là, au contraire. Mais je pense que quelque part, le fait d'avoir échoué, en fait, te permet de te construire. Et quand d'autres difficultés arrivent, et ben, tu es plus armé. Euh, Tu vois, quelqu'un qui sait qu'il a travaillé pour réussir, il sait comment il a fait pour réussir. Quelqu'un qui a juste réussi sans savoir comment il a fait, ben, quand il y a une difficulté, il ne sait pas comment contourner cette difficulté-là. Donc, tu vois, je lui dirais, continue, enfin, fais les bêtises, fais les erreurs que tu dois faire, continue à les apprendre, évite certaines, et peut-être ce que j'ai pu découvrir à 15, à 20 ans, à 25 ans, peut-être que je lui dirais simplement, c'est le seul truc que je pourrais, si je pouvais influencer ça, c'est de dire que les réflexions que j'ai eues à 20 ans, 25 ans, ben, si je les avais eues à 15 ans, je pense qu'à 20 ans, 25 ans, j'aurais produit encore plus que ce que j'ai pu produire à ce moment-là, donc j'étais déjà content de faire. Mais je pense que ça aurait été encore mieux parce que je serais arrivé avec une maturité beaucoup plus avancée. Mais sinon, c'est la seule chose que je pourrais lui dire. Sinon, le reste, je lui dirais, continue, continue sur la voie que tu as devant toi parce que tu auras des belles surprises plus tard. Tu as de bons conseils. Et pour terminer, en une phrase, quel est le message que tu as envie que les gens retiennent de ton passage sur Pluton Football? Le message, j'aurais envie de leur dire, bon, en une phrase, ça va être compliqué, mais je leur dirais, le truc, c'est que si tu me dis choisir une phrase, en fait, j'en ai tellement qui se résument en beaucoup de choses parce que, Dis ce qui te vient pas, qui se passe par la tête, qui te vient par le ouais, cœur. ouais, Lâche parce tout. que j'avance beaucoup avec des phrases, tu vois, j'aime bien écouter, parfois lire des choses par le passé comme Staline qui a dit des choses, comme aussi d'autres savants qui ont dit des choses. Et je trouve que à ce moment-là où les ont dit, les gens les prenaient peut-être pour des fous, mais aujourd'hui, en fait, ça a tellement de sens, tu vois. Et une phrase qui me vient là, par exemple, c'est que je leur dirais, c'est, en fait, t'as pas besoin de voir tout l'escalier, en fait, pour franchir une marche. C'est dans le sens de dire, t'as pas forcément besoin de voir le bout de d'où tu veux aller. Le plus important, c'est de te concentrer, en fait, sur la première marche, en fait, sur le premier pas que tu dois faire. Pas de se concentrer sur la finalité, mais concentre-toi sur le premier pas que tu dois faire. Chaque pas, l'un après l'autre. Et si tu fais les choses comme il faut, si tu mets tout en place, si tu es prêt aussi à travailler et à travailler plus que les autres, et bien en fait, à chaque fois que tu feras un pas, c'est un pas de plus qui te rapprochera vers un objectif. Parfois, on dit, il faut viser les étoiles pour atteindre le ciel. Et je dirais simplement que vos rêves soient aussi fous que possible. Mais sachez que plus un rêve est fou et plus il faut que les efforts soient à la hauteur.
Et ma foi, on ne sait jamais. Peut-être que tu atteins le ciel, peut-être que tu atteins les étoiles, ou peut-être que tu vas beaucoup plus loin. Mais je pense que croire en soi, c'est la base, en fait, de toute chose. Si tu ne crois pas en toi, tu ne pourras rien faire. Et ce n'est pas quelqu'un qui va te donner cette confiance-là. Elle doit venir de toi-même.